Allez, c'est parti pour notre grand débat du vendredi sur Boursorama avec cette question, faut-il ou pas d'ailleurs donner un coup de pouce au salaire? On se pose la question parce qu'on a eu hier les chiffres d'inflation en zone euro, mais aussi en France, et on voit cette faiblesse persistante de l'inflation, malgré les tombereaux de milliards d'euros déversés par les banques centrales, qui font monter les prix d'actifs, mais qui ont du mal à faire remonter l'inflation, même si ça a permis d'éviter pour le coup la déflation, mais ça c'est un autre sujet. Pour en débattre, Mathieu Plane, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE, et Christian Saint-Etienne, votre contradicteur du vendredi. Bonjour. Bonjour. Économiste et professeur d'économie au CNAM. L'inflation ne revient pas, on pourrait le dire aux États-Unis, un petit peu plus, mais quand même tout ça est très très faiblard, notamment aussi en zone euro. On a eu les chiffres 1,1% pour l'inflation de base. Je parle sous le contrôle de mes deux amis, donc en glissement annuel sur un an, hors donc tout ce qui est volatile. On a 1,2% d'inflation, encore une fois c'est faiblard. Si on se dit que 2% c'est le bon niveau d'inflation, parce qu'on pourrait très bien se dire dans une économie moderne, aujourd'hui c'est peut-être plus de 2% d'inflation qu'il faut viser, mais si on part du principe que les banques centrales ont raison, qu'il faut rester sur 2% d'inflation, qu'on a essayé la machine, la planche à billets et que ça produit ses effets, mais qu'on n'est pas, malgré les 2000 ou 3000 milliards d'euros déversés par la BCE sur les marchés, on n'est pas à 2% d'inflation. Les hausses de salaire sont timides. Voilà. Et ben, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter les salaires? Alors d'accord, vous allez me dire, surtout Christian, pas tout seul, si on le fait tout seul en France, on va encore plus creuser notre déficit commercial parce qu'on sait bien que tout supplément de pouvoir d'achat. Le débat est terminé. Pour 1 euro de plus. Mais non, mais pour 1 euro de plus de consommation, c'est vrai, c'est 80%, 80 centimes d'importation. C'est ce que dit tout le monde. Non, c'est Patrick Artus qui dit ça. Mais si vous regardez la Banque de France, ses études, à long terme, c'est 0,33. Hein, c'est la part des importations. À long terme, oui. Et à long terme. Et donc, il y a des effets conjoncturels. Si vous prenez l'Allemagne sur la même période, c'est 90%. Non, mais ça n'a pas de sens. À court terme, il y a des cycles. Donc, il faut voir, par exemple, si vous avez des livraisons d'Airbus, vous allez importer beaucoup de matériel pour construire des Airbus. Donc, vous pouvez avoir un trimestre avec beaucoup d'importations. Ce qu'il faut regarder, c'est la trajectoire. La question, enfin, on rentre dans le débat. La question, est-ce que... On a un problème sur les exportations, pas sur les importations. Alors là, pour le coup, on est encore une fois sur les salaires. Est-ce qu'il faut en France et ou de manière concertée en Europe se dire, au travers d'une grande conférence sur les salaires, rêvons un peu, il faut donner un coup de pouce au salaire pour vraiment que l'inflation revienne dans la zone de 2%? Bon, la réponse, la réponse pour la France aujourd'hui, c'est non. Pour d'autres pays de la zone euro, c'est oui. Notamment l'Allemagne a encore la possibilité d'augmenter les salaires. Ils ont un excédent extérieur de la balance courante qui est à 8 points de PIB. Donc très clairement, il y a un déficit de demande interne en Allemagne. Donc en Allemagne, on peut encore augmenter les salaires. Aux États-Unis, on peut encore augmenter les salaires. Français, pardon, Christian, et aux Français qui ont des problèmes pour joindre les deux bouts, il n'y a pas de problème de salaire en France, il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat. Non, attendez, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème de salaire. Il ne faut pas augmenter les salaires en France. J'ai dit qu'il ne faut pas augmenter les salaires actuellement à structure constante de l'économie. En revanche, dans l'analyse, si on fait de l'analyse keynésienne, parce que quand on parle d'augmentation des salaires, c'est qu'en réalité, on a à l'esprit, en le sachant ou pas, l'augmentation de la demande finale, qui est au cœur de l'analyse keynésienne. Or, quel est le problème de la France? C'est un problème d'offre. Donc, je ne suis pas contre le fait de faire... C'est le sujet, la question. Non, mais laissez-moi finir ma phrase. Donc, si on veut aider l'offre, tout en s'assurant qu'au niveau de la zone euro, il y ait une demande suffisante, dans certains pays comme l'Allemagne, voire même maintenant comme l'Espagne, il faut augmenter les salaires parce que les taux de profit sont très élevés. Mais dans le cas de la France, c'est l'investissement productif qu'il faut pousser. Et donc, je regrette qu'il n'y ait pas d'initiative très forte du gouvernement, notamment sur la robotisation et la numérisation de notre système productif, parce que la France a pris un retard absolument colossal dans ce domaine. Et l'investissement, c'est un élément de la demande finale comme la consommation. Donc, je pense que dans le cas de la France, c'est beaucoup plus utile d'agir sur la demande par l'investissement que par les salaires. Bon, il est d'accord, il n'est pas d'accord, Mathieu, là-dessus. Alors, je suis pas totalement d'accord. Après, il y a quand même des points de convergence. On augmente ou on n'augmente pas les salaires en France? Le problème, c'est qu'il est difficile, alors vous l'avez dit en introduction, il est difficile de raisonner comme si on était une économie fermée, hein, quand même. Qu'on est dans la zone euro, qu'on a une seule monnaie, qu'on est très imbriqué dans nos échanges commerciaux, donc on ne peut pas faire comme si le monde extérieur n'existait pas. En revanche, on a un vrai problème de coordination des politiques salariales en Europe. C'est-à-dire que, effectivement, ça paraît... Donc, on ne peut pas le faire tout seul, en tout cas. On peut trouver des systèmes, par exemple, augmenter la prime d'activité qui permet de donner... La prime d'activité qui permet de donner un revenu supplémentaire pour les bas salaires, c'est une bonne idée, parce que ça ne joue pas directement sur le coût du travail.
Le problème aujourd'hui, effectivement, ce que vous l'avez dit, c'est qu'on reste dans une inflation très faible. Je veux dire, le sous-jacent est à 0,5. On a très peu d'inflation en zone euro. Ça fait 5-6 ans. On peut tous se mettre d'accord là-dessus d'ailleurs. On peut se mettre d'accord. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir quand même que cette dynamique salariale repart. Et ce qui est même étonnant, c'est que des pays comme l'Allemagne, qui ont moins de 5% de chômage, ont finalement une inflation qui est quasiment la même que la France. Non, un 8 un peu plus. Non, mais la dynamique salariale réelle, et finalement, le différentiel est très faible. Donc c'est vrai qu'en fait, l'indicateur du chômage, qui d'habitude est un bon indicateur de tension, aujourd'hui est assez mauvais, dans le sens où vous avez d'autres facteurs qui masquent la dégradation du marché du travail. Par exemple, vous avez le sous-emploi, qui est très fort, ça veut dire que ça pèse aussi sur la dynamique salaire. Vous avez un lot du chômage. Le sous-emploi, le sous-emploi, c'est les personnes qui sont à temps partiel, mais des temps partiels subis. Typiquement, en Allemagne, vous avez une augmentation très forte des temps partiels, notamment des temps partiels subis. Ces gens-là ne sont pas considérés comme chômeurs ou chômeuses. En revanche, ça pèse sur la dynamique salariale. C'est une réservoir de main-d'œuvre que vous pourriez employer beaucoup plus. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de facteurs de la crise qui ne sont pas résorbés et que pour créer de la dynamique salariale, il faut d'abord avoir une croissance, effectivement, qui soutienne l'investissement et l'emploi. Et aujourd'hui, on n'a pas ce facteur-là. Et c'est vrai qu'un des problèmes, c'est la modération salariale allemande. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un rapport du Trésor qui est vraiment extrêmement bien fait, qui montre qu'il y a 8 points de balance courante des Allemands. Il y en a un tiers qui sont liés à la modération salariale, un tiers qui est lié au vieillissement de la population et un tiers à la consolidation budgétaire. Ouais. Et donc, ça veut dire quand même, ce que préconise le Trésor, donc Bercy, qui ne sont quand même pas des hétérodoxes fous, dit en fait ce qu'il faudra en Allemagne, c'est faire une TVA sociale inversée. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait augmenter les salaires ou les cotisations et baisser la TVA. Donc, c'est-à-dire qu'il faut redynamiser la demande pour favoriser une relance européenne. Pas chez nous. Mais chez nous, on est dans une position intermédiaire en fait. Nous, c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, on a mis en place des politiques de baisse de coût du travail, CICE, pacte de responsabilité, pour baisser le coût du travail et être plus compétitif. Alors on peut dire c'est mal ciblé parce que ça ne soutient pas l'industrie, mais le but était de retrouver des marges de compétitivité. Là-dedans, le facteur déterminant, c'est de dire en fait, il faut avoir une politique qui permette de réduire le chômage et donc à ce moment-là, les salaires vont augmenter. D'ailleurs, on le voit un petit peu, c'est-à-dire que sur la dernière année, là, on a des salaires qui sont passés en gros de 1% à 2%. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une dynamique qui est plus favorable. Mais on peut donner des coups de pouce, comme par la prime d'activité, etc. Mais c'est vrai que les marges de manœuvre sont quand même extrêmement réduites en regard de ce que font nos partenaires commerciaux. Donc c'est vrai que pourquoi budgétaire? Marge de manœuvre sur les salaires. Sur les salaires. Ah oui, d'accord. Pour le coup, et là, c'est vrai qu'il manque. Autant on a une instance. Je finis juste là-dessus très vite. Désolé, je prends beaucoup la parole, mais on a une instance de régulation qui est par les règles budgétaires en Europe. Mais aujourd'hui, on n'a aucune gouvernance au niveau des politiques salariales. C'est par exemple. Effectivement, quand on a essayé d'un courant de 8 points de PIB en Allemagne, il faudrait que les Allemands augmentent plus leur SMIC ou leur salaire, ça c'est évident. Et là, ça permettrait de supporter le fait qu'on n'ait pas des revalorisations parce que ça nous profite. J'ai toujours du mal à comprendre comment est-ce que quand les Allemands relancent par le salaire leur économie, comment nous, derrière en France, c'est bon pour nous. Si, puisque nous exportons vers l'Allemagne. Oui, mais c'est très dilué. C'est notre principal partenaire. Il y a deux leviers pour répondre à votre question. J'ai compris que c'était par le commerce extérieur, mais c'est pas le seul. Il y a un deuxième levier qui est par les coûts relatifs. C'est-à-dire que s'ils augmentent plus vite que nous, nos coûts de production deviennent plus compétitifs. Mais il y a un point qui est très important, effectivement, qui est un... Alors là, ça nous emmène loin, mais c'est pas adjacent au discours, c'est effectivement la régulation de la zone euro. L'absence de gouvernement économique à l'intérieur de la zone euro, qui fait qu'on ne peut pas jouer sur les différences de conjoncture entre les différents pays pour essayer de les corriger. Donc, notamment, vous avez l'Allemagne qui a 8 points d'excédent de sa balance courante. Nous avons un déficit de 2 points. Les Italiens sont en excédent. Les Espagnols sont en déficit. Donc, on a, ceci étant, donc ça, c'est un des éléments clés de l'analyse en termes de demande. Ouais, mais c'est très macro, pardon. C'est difficile d'en parler. C'est très macro. Moi, ce que je vois, j'ai envie de savoir, c'est d'un côté, quand on est une entreprise, s'il y a plus de salaire, ça veut dire moins de marge pour l'entreprise, peut-être moins d'investissement, mais s'il y a plus de salaire, ça fait plus de demandes. Et quand on pose la question aux entrepreneurs, sur quoi ils butent pour plus investir, plus embaucher, ils répondent quoi? Ils répondent en premier lieu le carnet de commandes. Non, mais alors le carnet de commandes, alors d'abord ça va, pourtant là je vais me faire l'avocat du diable, mais ça va quand même mieux de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a quand même une demande qui sera fermée parce qu'on a une croissance européenne qui repart. Mais il y a un autre moyen de jouer sur le revenu, c'est par la fiscalité, ou le soutien par les revenus distribués. C'est-à-dire que... Comment concrètement ?
Concrètement, pour l'emploi, ça, typiquement, si vous baissez les cotisations sociales, alors le problème c'est que c'est remplacé par une hausse de CSG, vous redonnez du pouvoir d'achat aux salariés. Est-ce que ça doit passer uniquement par l'augmentation des salaires? Ce que voulait faire Bruno Le Maire quand il était candidat à la droite. Non, mais donc moi, je ne suis pas favorable à ça. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi en France, on a eu une baisse comme ça aussi forte du pouvoir d'achat, ce n'est pas tellement lié à la dynamique salariale parce que les marges des entreprises sont dégradées. Donc finalement, les entreprises n'ont pas été extrêmement dures avec leurs salariés par rapport à leur situation économique. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un choc fiscal majeur qui a joué énormément sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc la question, c'est comment, justement, à travers le budget et la fiscalité, on redonne aussi du pouvoir d'achat aux ménages, aux classes moyennes. Par exemple, la taxe d'habitation, c'est plutôt une bonne chose, mais ça pose un certain nombre de problèmes. En tout cas, en termes de redistribution sur le pouvoir d'achat des classes moyennes, c'est quelque chose d'intéressant. Mais quand on regarde la situation économique de coûts salariaux relatifs, de compétitivité de l'économie, c'est vrai que les marges de manœuvre pour augmenter les salaires en France sont relativement faibles. Pour les entreprises qui ont dit qu'elles ont recouvré leurs marges, qu'on est de nouveau… Non, mais c'est pour certaines, pas pour toutes. C'est faux. On dit qu'on est à 33%. Voilà, le taux de marge en France varie en moyenne autour de 32%, c'est-à-dire entre 31 et 33 selon les bonnes et les mauvaises années. On est descendu à 28. Hein. Oui, enfin temporairement, mais c'est quand même fondamentalement autour de 32. Et si vous prenez la moyenne des 18 autres pays… C'est 40, c'est ça, non? Voilà, c'est plus de 40. Ouais. Donc, en relatif… il n'est pas d'accord, ça y est, le débat va enfin commencer. Non, enfin. Ça c'est incontestable. Il y a donc un écart de points de marge de 8 à 9 points. Donc les entreprises françaises n'ont pas les moyens de supporter… C'est une raison supplémentaire de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, oui, il y a des marges de manœuvre en Espagne où la profitabilité a explosé. Il y a des marges de manœuvre en Allemagne où le taux de profit est extrêmement élevé. Donc, si vous voulez, les deux éléments qui permettent de répondre à votre question, c'est effectivement l'élément macroéconomique, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les positions relatives de balance courante. Et par ailleurs, il y a les taux de marge. Alors, ce qui explique aussi les difficultés de la France, on le sait malheureusement, c'est que les entreprises françaises ont sous-investi pendant une vingtaine d'années, notamment dans les domaines où les Français demandent des choses. Hein. Donc, même s'il y a une discussion sur ce point, il est exact que quand vous distribuez du pouvoir d'achat supplémentaire, dans un premier temps, les gens achètent des téléphones portables et on n'en produit pas en France. Donc, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut renforcer l'offre française dans les domaines correspondant à ce que les Français veulent acheter aujourd'hui. Oui, et ça, on a beaucoup de mal à le faire. Les marges des entreprises, les taux de profit ne permettent pas d'augmenter les salaires. C'est ce que dit… Pour la France. Pour la France. En Allemagne et en Espagne, on peut. Voilà, effectivement, ça tique là, non ou pas? Non, alors, non, là, les marges des entreprises globalement ont été très dégradées par la crise. Aujourd'hui, elles sont revenues à un niveau qui est moyen, un niveau moyen historique depuis 1990, avec des différences sectorielles assez fortes. Alors, ce qui est quand même positif, par exemple, les marges industrielles se sont beaucoup redressées, ce qui n'est pas le cas forcément des services. Ce qui est un peu particulier, c'est que l'industrie aujourd'hui dit qu'elle commence à avoir des tensions, par exemple, de recrutement, que les marges sont élevées, par contre, on ne voit pas du tout d'accélération sur les salaires. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des secteurs où on se dit, si vous voulez être attractif et recruter mieux, peut-être qu'il faut augmenter les salaires si vous avez des marges. Et puis en plus, il y a peut-être une façon de monter en gamme par rapport au personnel que vous pouvez recruter. Donc il y a toute cette question-là qui est importante. Sur la comparaison, les marges ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'investissement. C'est important, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Sur les marges, quand les investisseurs mondiaux regardent ça quand même. Ils regardent ça mondialement, mais ce qui compte, c'est la rentabilité du capital, en fait, in fine. C'est la rentabilité du capital et elle dépend de la structure productive. C'est-à-dire que si vous avez une industrie qui est forte, vous allez demander des marges plus élevées parce que vous avez beaucoup de capital à mobiliser, ce qui est moins le cas des services. Donc c'est vrai que c'est normal que les marges en Allemagne soient plus élevées. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, depuis la mise en place du CICE, du pacte de responsabilité, la baisse des prix du sol, la rentabilité du capital est remontée. Mais c'est vrai que c'est un mouvement qui va favoriser l'investissement. Et dans un deuxième temps, effectivement, on pourra redégager des marges pour augmenter les salaires. Et l'emploi, etc., va ensemble. Mais c'est vrai que, globalement, dans une économie extrêmement concurrentielle et compétitive, la solution de dire, voilà, on va augmenter massivement, d'abord, les pouvoirs publics n'ont pas les moyens de dire… C'est vrai, j'allais vous le dire. Il y a le SMIC, mais derrière… Après, il n'y a pas grand-chose. Après, une fois que le moyen d'intervention, c'est quoi des États? En gros, c'est pas le salaire minimum. Une fois, après, c'est des accords qui se font dans l'entreprise. Vous pouvez favoriser l'accord en disant, effectivement, vous mettez par exemple des règles… On ne peut pas appuyer sur un bouton. Où il y a des règles, par exemple, qui vont être définies sur la participation, qui vont être définies au niveau… C'est pas du salaire, hein.
Mais c'est une forme de salaire. Alors effectivement, est-ce que ça vient empiéter sur les salaires normaux ou pas? Enfin, toute cette question est là. Mais clairement, je suis favorable à ce qu'il y ait une dynamique salariale. Je pense que c'est important de soutenir la demande. Mais aujourd'hui, dans un aspect de compétitivité relative, ce n'est pas évident que ce soit par là que le mécanisme soit plus efficace. Je pense que l'investissement productif est absolument nécessaire. Ce qui est terrifiant, là, je regardais les chiffres à nouveau pour un travail que je fais. Le taux de robotisation de la France ne s'améliore pas d'année en année en dépit de la remontée effective des taux de marge depuis 3 ans, même si ça reste inférieur à ce qui est ailleurs. Et quand on regarde, quand on compare internationalement, les taux de robotisation sont aujourd'hui significativement inférieurs en France, même par rapport à des pays qui ont les mêmes gammes de production que nous, c'est-à-dire l'Espagne et l'Italie. Et on est 3 fois moins que la Corée du Sud. Donc il y a un vrai problème de modernisation de l'appareil de production. Par ailleurs, on sait que la numérisation de l'appareil productif est en retard aussi en France. Donc il y a une vraie interrogation sur ce sujet. C'est pour ça que moi je plaide pour une initiative nationale d'investissement massif qui pourrait être aidé par l'État. Bien sûr que plus de robots, ça ferait plus de salaire. Alors justement, ce que l'on observe, idée fausse qu'il faut absolument tuer dans cette émission, qui est que les c'est que les économies les plus robotisées sont celles qui se développent le plus rapidement et qui ont les meilleurs salaires. Donc l'idée que en termes de quantité d'emploi. Non, mais justement, la robotisation ne tue pas l'emploi, ça le déplace. Et la question fondamentale, c'est qui produit les robots. Effectivement, si vous robotisez en important les robots, c'est une difficulté. Mais si vous vous mettez en position de les produire, ça créerait un élément supplémentaire de réindustrialisation de la France. Et de ce point de vue, je pense qu'on doit réhabiliter les politiques sectorielles et je pense que dans le domaine de l'industrie, il y a un effort à faire avec les industriels. Justement, tiens, les métiers qui vont disparaître à cause des robots, on en parlera plus tard avec Émilie, avec ce grand rapport du McKinsey Global Institute. Juste avant de se quitter, puisqu'on parle des salaires, est-ce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France ou pas? Parce que derrière, c'est ça aussi. Alors, il y a par rapport débat aussi là-dessus. Alors, si vous regardez l'évolution du pouvoir d'achat par ménage, effectivement, on n'est même pas revenu au niveau de 2010. C'est-à-dire qu'on a eu un choc historique, mais qui est lié beaucoup à la facilité. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ce que je disais, c'est le choc fiscal, la politique d'austérité, tout ça a beaucoup pesé. Voilà, exactement. Donc là, en termes de dynamique, on revient, c'est vrai que ça fait 2 ans, on a une dynamique de pouvoir d'achat qui est plutôt favorable. C'est-à-dire qu'on a à nouveau une fiscalité qui pèse moins sur le pouvoir d'achat, on a à nouveau des créations d'emplois, ça fait de la masse salariale, donc tout ça est plutôt favorable. Mais c'est vrai que si vous regardez le tableau, on n'a quand même pas récupéré ce qui a été perdu depuis 2010, mais on ne peut pas récupérer tout d'un coup. Et je ne suis pas sûr que ce soit en disant, voilà, on va par exemple augmenter le SMIC de 5%, qu'on réglera nos problèmes. Je pense que passer par d'autres canaux comme la prime d'activité, à mon avis, est certainement plus intéressant. Et puis après, on peut marier les deux. Là. On voit que globalement, la prime de l'activité et un effort sectoriel sur l'industrie, on peut avoir un effet positif global. Moi, je suis aussi, alors sur les efforts sectoriels, le problème, c'est de trouver les bonnes politiques pour le faire. Mais c'est vrai que par exemple, une des critiques qu'on pouvait mettre au CIC, au pacte de responsabilité, c'est de ne pas avoir assez bien ciblé les secteurs exposés à la concurrence internationale. On pourrait les monter à 3 SMIC. Je le sais pourquoi, mais il y avait d'autres moyens de le faire, à mon avis. Parce qu'on voulait faire baisser le chômage. Oui, alors c'est là le problème, c'est qu'il est difficile d'avoir à la fois un objectif à court terme d'emploi et de compétitivité. Quand le timing n'est pas forcément le même. On n'en chope aucun. Ou un demi. C'est le passage. Donc voilà, donc il y a quand même cette question, c'est quelle cible on pourrait effectivement le CICE, on peut le porter de 2,5 à 3 SMIC. Actuellement, 3 milliards d'euros de plus. Mais moi, je ne ferais pas comme ça. C'est-à-dire que je le ferais par du suramortissement fiscal sur l'investissement, par exemple. Pour ça aussi, ça existait, mais ça a été arrêté. Mais je pense que c'était sous Hollande. Mais je pense avoir contribué sur le suramortissement fiscal parce que je le poussais depuis un bon moment. Je pense qu'il faut aller dans cette direction. Mais je pense qu'une politique ciblée sur numérisation, robotisation, c'est absolument nécessaire. Et une action sur la prime sur l'activité, ça peut faire un menu qui n'affecterait pas la compétitivité globale de l'économie, mais qui redonnerait un élément de pouvoir d'achat. Le dernier point que je voulais dire, et je ne le développe pas, c'est que, en fait, pour résumer, la situation de ceux qui ont un emploi aujourd'hui, surtout un emploi à temps plein, n'est pas mauvaise en France. La question, c'est les 5 millions de gens qui sont en marge, et c'est eux qui ont un problème. Un point pour Christian, il a raison. C'est pas on n'est pas dans... Oui, non, mais il y a un point. Mais moi, ce que je dis, c'est que le facteur déterminant, c'est l'emploi. Donc, effectivement, il faut une politique d'investissement, une politique de croissance et avoir une coordination au niveau européen. Et c'est ça qui permettra d'augmenter vos salaires. Juste avant de se quitter, ça coûtait combien aux finances publiques, le mécanisme de suramortissement? Pas très cher. C'était à peu près 1 milliard par an. Alors que vous comparez le CICE coûtait 20 milliards, il a été arrêté. Et là, pour le coup, ce qui est compliqué dans le ciblage fiscal, c'est de trouver les bonnes assiettes. Or,
qui investit effectivement, c'est l'industrie. C'est l'industrie qui porte l'innovation. C'est pour ça que le et donc, il fallait avoir quelque chose qui soit intéressant, c'est de dire… C'est sous Hollande que ça a été arrêté. Ça a été arrêté en avril, c'est ça? Enfin, ça a été arrêté juste à… Non, je crois que c'était en mai même. Je crois que c'est le 15 mai. Il y a la prime d'activité qui a arrêté en avril. Et Hollande avait calibré ça en bon appareil. Il avait dit une fois que je le joue pour ma réélection et après il se démerde. Et donc voilà, c'est assez intéressant parce que si vous avez les bonnes assiettes fiscales, vous pouvez voir que vous pouvez faire à la fois des politiques qui visent à enrichir la croissance en emploi, mais à côté de ça, il faut des politiques qui soutiennent l'innovation, l'investissement, et ça, il vaut mieux cibler l'industrie et trouver les bonnes assiettes fiscales. Voilà, merci à tous les deux. Merci pour ce grand débat du vendredi. Christian Saint-Etienne, économiste et professeur d'économie au CNAM, et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci à tous. Merci bien. Bye. Merci.